Alors moi j'aurais deux questions pour vous. La première, c'est que vous avez parlé donc, dans votre présentation d'aseptisation. Et donc je voudrais vous demander qu'est-ce que peut dire l'explication situationnelle de la cruauté. Ce serait la première question. Et la deuxième, vous avez parlé de la responsabilité, et donc ça m'amène à la question du libre arbitre. Il me semble que dans les deux conceptions, il y a à la fois des éléments qui vont vers la thèse du libre arbitre dans l'explication culturaliste, l'individu qui serait libre d'agir en fonction de ses représentations, et qui ne vont pas dans ce sens-là en pensant que les individus sont des atomes sociaux qui auraient tous les mêmes représentations. Et donc ça, il y aurait une espèce pas de contradiction, mais oui, en quelque sorte. Et de l'autre côté, dans la thèse situationnelle, on aurait des individus qui seraient déterminés socialement, de la pression sociale, etc. Donc là, on serait peut-être plus loin, pas de libre arbitre. Et on a de l'autre côté un monde contingent où le génocide, il arrive à tel moment, à tel endroit, etc. Et donc où les événements sont contingents et les individus sont distincts les uns des autres, ils sont spécifiques, particuliers, etc. Et donc là, on serait peut-être plus dans le sens du libre arbitre. Voilà. Donc je voulais vous demander, dans cette controverse où laquelle, à votre sens, donne plus de place ou plus au libre arbitre? Voilà. Vous aviez très bien montré qu'aucune des deux, enfin, ou toutes les deux, donne, selon comment on prend les choses, toute sa place ou pas beaucoup de place au libre arbitre. Le problème, plus général, je dirais, de mon point de vue, c'est que ces questions-là sont complètement contaminées par la question du libre arbitre. Or, c'est un problème, ça. C'est un problème parce que c'est faire comme si, dans notre vie quotidienne, on était toujours des gens qui agissions constamment selon notre libre arbitre. Moi, en tant que sociologue, je ne crois pas du tout qu'on est des gens qui agissons constamment selon notre libre arbitre, qui, le soir avant de nous coucher, sommes des petits penseurs de Rodin dans notre lit, qui avons un grand dilemme, un choix, une décision à faire, et qui pesons le pour et le contre, et qui finissons par trancher. C'est pas comme ça qu'on vit notre vie, c'est pas comme ça qu'on prend des décisions, à mon avis, ou assez rarement finalement. Et c'est pour ça que je dirais que ces questions-là sont souvent polluées, c'est trop fort, mais polluées par la question du libre arbitre, justement, parce qu'on est toujours amené à reposer la question de est-ce qu'on a choisi, par exemple. Vous voyez, c'est toutes les questions qui arrivent tout de suite dès qu'on parle de la résistance. Est-ce que j'aurais été collabo ou résistant ? Ça ne se passe pas comme ça, les choses. Les gens qui sont devenus résistants, ils n'ont pas décidé un matin, sauf peut-être quelques-uns, peut-être le général de Gaulle. Il s'est dit, un beau matin, je vais résister. C'est possible. Bon, voilà. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés, en quelque sorte, enclenchés par la situation, dans une situation qui les a conduits à devenir résistants ou collaborateurs. Par exemple, c'est ce que décrit très bien Antoine Pro, il dit, sans doute j'aurais été résistant. Bon, peut-être que... non, j'allais dire une méchanceté, mais voilà. Il dit sans doute j'aurais été résistant avec de bons ou de bonnes raisons sociologiques de l'être. Il explique et il dit non pas parce que j'aurais fait un choix en toute conscience en disant je vais être un héros en me lançant dans une résistance à cet affreux régime vichiste atroce, mais de façon très banale et concrète parce que probablement un jour un de mes amis m'aurait dit « Est-ce que tu peux m'accueillir ce soir pour dormir ?» Et puis j'aurais appris que petit à petit, ce gars, il vient dormir chez moi parce qu'en fait, il essaye de disparaître des radars petit à petit et il bascule dans une semi-clandestinité en conservant des papiers, mais en commençant à ne plus vivre chez lui parce qu'il se sent surveillé, etc., etc. Et c'est en rendant des petits services et en faisant des petits pas comme ça que petit à petit, je vais me retrouver avec une étiquette « je suis un résistant ». Voilà. Et peut-être qu'un jour, je vais découvrir effectivement que je suis un résistant sans jamais pouvoir dire quel jour j'ai choisi, décidé de devenir résistant. Alors, ce n'est pas évidemment tout le temps comme ça que se passent les choses, mais c'est aussi comme ça que se passent les choses. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on peut mettre à distance
le fait qu'on ferait tout le temps des choix sous l'angle d'un libre arbitre pur et parfait. Ça n'existe pas, sauf en philo, ça, qu'on fait des choix en toute connaissance de cause. Ben oui, c'est une situation de philosophe, ça, où on fait des arbitrages purs et parfaits. Hein, voilà, dans un monde... bon. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous aviez tout à fait raison de souligner ça. Bien des gens vont dire l'approche situationnelle prive, vous faites disparaître tout libre arbitre. Parce que vous dites que les gens n'avaient pas le choix, ils se soumettent au conformisme, c'est des veaux, des moutons qui suivent bêtement. Bon, voilà. Parler de moutons qui suivent bêtement, c'est encore rester dans une perspective où tous les jours, nous tous, on agirait tout le temps en personnes parfaitement conscientes, qui font des choix raisonnés, etc., etc. Moi, je ne crois pas qu'on fait des choix raisonnés tous les jours, etc. Voilà. Donc, il faut essayer, me semble-t-il, de se déprendre de ces questions de libre arbitre. Hein. Et vous avez vu qu'elles sont réversibles. Vous avez très bien fait de le souligner. Je crois qu'elles sont réversibles parce que je crois que la thèse culturaliste, poussée dans ses retranchements, si on l'admet dans ces retranchements, ce qu'on disait tout à l'heure, conduit là aussi à priver les gens de leur libre arbitre en disant c'était des croyants, en quelque sorte, on va dire, des gens dans une secte, voilà, qui avaient perdu tout libre arbitre parce qu'ils étaient sous le joug d'un chef absolu. Donc vous voyez là Hitler manipulant les foules comme un grand marionnettiste, voilà. Tous les Allemands étaient sous le joug d'une foi nazie qui s'était complètement emparée d'eux. Bon, ben là aussi, il n'y a plus de libre arbitre. Donc comment on fait? Bon, c'est évidemment quelque part entre les deux qu'il y a la réalité telle qu'on la connaît. À la fois avec des moments où on est effectivement des gens parfaitement conformistes qui vont préférer largement se soumettre en se disant dans un premier temps, je ne vais pas prendre de risques, se soumettre à la pression des pairs, parce que je ne veux pas me faire mal voir des gens avec qui je dois vivre là. Quand je suis envoyé à l'Est pendant des mois, je dois survivre dans des conditions difficiles, un froid atroce, etc. Si je me prive des soutiens de mes propres pairs, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Donc, je vais accepter des petits pas de la même façon. Par exemple, on me demande finalement une rafle. Bon, pas trop grave. Alors il y a des salauds parmi mes confrères qui sont des sadiques qui en profitent pour tabasser les gens. Voilà. Il y en a qui vont en profiter parce qu'ils sont de fervents nazis par déjà tirés. Ceux qui ne peuvent plus avancer, les vieux qui n'acceptent plus de marcher assez vite, les enfants, les bébés. Voilà. Mais moi je suis digne. Moi je ne participe pas encore à ça. Certes, j'ai participé à la rafle. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas été à l'instar de ces tueurs-là. Donc ça, on retrouve ça constamment dans les discours de justification de ces policiers devant la justice là, de la RFA. Et vous voyez bien que ce petit pas les a déjà... Enfin, petit, ce grand pas, puisqu'ils savent très bien ce qui va leur arriver à ces familles, pas une promenade de santé ailleurs. Ce petit pas, ce grand pas, évidemment, les engage déjà et les met déjà, effectivement, dans une situation où ils sont déjà complices d'un meurtre de masse auquel ils vont finir, pour la plupart d'entre eux, par participer. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'il faut, à mon avis, essayer de mieux considérer, mieux penser. Et puis la question de la sceptisation, elle est centrale chez les culturalistes parce qu'ils disent, justement, vous avez tendance à écarter complètement les questions de motivation, d'idéologie, de foi, parce que vous vous refusez à voir ce qui se passe vraiment, en quelque sorte. C'est ça qu'ils disent. C'est ça que me dit Stéphane Audouin-Rousseau ou que Goldhagen dit à Browning. Il dit, vous vous refusez à décrire les violences telles qu'elles sont, parce que vous êtes un homme d'une société de paix qui se refuse à décrire des horreurs parce qu'on va l'accuser de vulgarité, etc., etc. Or, Goldhagen comme Audouin-Rousseau disent, au contraire, il faut prendre à bras-le-corps des descriptions les plus réalistes, donc au plus proche des atrocités, si on veut vraiment réussir à rendre compte de ce qu'étaient les motivations de ces gens.
Parce que si on aseptise, évidemment, ça veut dire aussi qu'on va tenir en retrait leur foi, ou ne pas considérer avec assez de force leur foi, leur croyance, leur raison d'agir. Or, ces gens avaient des raisons d'agir. Et ces raisons d'agir sont visibles dans les violences qu'ils infligent. Donc si on veut pouvoir remonter du comportement, ce que je vous disais tout à l'heure, à leur croyance, à leur foi, il faut procéder à une description aussi, je ne sais pas comment la décrire, aussi réaliste, précise, concrète que possible, parce que c'est ces témoignages de cruauté qui vont nous permettre de remonter aux raisons d'agir de ces gens. D'où le cercle. D'où le cercle.